Bonjour, alors dans ma liste, j'ai que Maxence de connecté. Est-ce que tu peux confirmer par message, s'il te plaît, que tu m'entends bien et que tu vois bien la présentation, s'il te plaît? Top, merci bien. On va attendre 5-6 minutes encore, voir que tout le monde se connecte tranquillement, et puis on va commencer. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints, donc on va attendre encore un petit peu. Au moins 18h05 déjà, voir qui sera connecté pour commencer. Bon, on n'est pas full ce soir. Euh, ouais, c'est pas top ça. On n'a pas beaucoup de monde comme ça.
Euh, je suis un petit peu gêné. Je suis un petit peu gêné parce que faire une présentation pour 3 personnes, c'est pas foufou, quoi. Euh, euh, attendez que... les 3 personnes qui sont connectées, oui, est-ce que vous pouvez me dire si c'est une importance capitale pour vous, ce webinaire? Ah, tu comptes pour 3, ok, ça va, parce que bon, je commençais à douter de faire la présentation juste pour 2 personnes. Bon, je vais la faire, et puis au pire, elle sera enregistrée. On aura peut-être un petit manque de questions-réponses sur la fin, mais oui, oui, ok, d'accord. Donc très, ok. Bon, eh ben on va la faire, on va commencer. Oh, puis il y en a des gens qui arrivent en plus. Bon, bah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est quatre, on est quatre, ah, c'est bien. Euh, alors j'attends juste parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui veulent écrire, donc je veux juste savoir ce qu'elles me disent avant de commencer. Parce que bon, maintenant on n'est plus à 2 minutes près. Non. Ok, eh ben allez, on va commencer. On va faire ce webinaire en petit comité. Bonsoir tout le monde, merci d'être présent. Donc ce webinaire, c'est orienté conception et programmation du robot. Donc je l'ai appelé Quelle stratégie pour concevoir votre robot? Parce que je fais rentrer dans le mot conception tout ce qui va être analyse de la table d'émission, la partie mécanique, hein, développement du robot, les bonnes choses à faire et toute la petite partie programmation sur la fin. Alors, ce ne sera pas un cours de programmation à la fin, ça va être juste une présentation pour ceux qui n'ont jamais vraiment vu la méthode Lego pour programmer, hein. Montrer les blocs fonctionnels classiques pour pouvoir faire des programmes assez simples et puis quelle structure de manière générale on attend pour faire un bon programme et efficace. Hop. Alors, je refais juste un petit point dans ma timeline. Donc, on a eu le webinaire, la présentation des ressources il y a un mois, et le prochain, ça sera le 15 novembre, donc pour faire le projet sur comment faire le projet d'innovation, donc toujours dans la continuité de vouloir présenter les quatre, enfin les grandes parties qui sont évaluées lors d'une compétition de la First Lego League. Et aujourd'hui, donc, comment concevoir le robot. Alors, un petit sommaire. Alors, définir sa stratégie. Alors, qu'est-ce que c'est définir sa stratégie? C'est généralement quelque chose qui est oublié, surtout pour les équipes qui sont jeunes, qui débutent. On a tendance à toujours partir un peu à droite à gauche, vouloir tout faire en même temps. Définir sa stratégie, ça va être le point sur lequel je vais vous donner des conseils pour cadrer un peu votre sujet et puis savoir ensuite comment baser votre conception. Et ensuite, donc, le deuxième point qui arrive, donc, c'est concevoir ce robot. Et donc là, j'ai découpé en deux sous-parties la base mobile de votre robot et ses sous-équipements qui vous permettront de réaliser les missions et d'avoir un maximum de points. Et enfin, comme ça va avec, ça rentre, comme je disais, dans la partie conception, la partie programmation, les présentations des blocs capteurs, moteurs, et puis comment vous pouvez structurer votre programme de manière générale. Alors, définir sa stratégie. Donc, comme je disais, on va éviter de partir dans tous les sens quand on commence. Donc, je vais d'abord vous proposer de faire une analyse d'émission.
Vous avez une quinzaine de missions autour de la table et toutes sont assez différentes, tant dans la manière de les réaliser que dans leur positionnement. Euh, et pour faire un robot, avant de commencer à faire un robot, en fait, ce qui est important, c'est de bien regarder en fait ce que vous avez à faire. Moi, j'ai fait la First Lego League et je me souviens très bien étant parti directement faire un robot sans même avoir pris connaissance d'un peu tout ce qu'il fallait faire. Et puis voilà. Donc, comme vous avez généralement pas beaucoup de temps pour certains, le but c'est quand même d'optimiser ce temps-là et donc d'essayer de cadrer un maximum. Euh, donc, je vous propose une analyse en deux étapes. Oui, une analyse en deux étapes, hein. Vous regardez en fait sur le terrain, vous prenez une mission, essayez pas forcément de les faire dans l'ordre, mais déjà de toutes les parcourir. On va prendre pour exemple la mission du requin, donc la mission numéro 2. Ce que vous pouvez vous poser comme question, donc ça, faut essayer de mettre un peu toute l'équipe, si vous voulez, autour de la table, et puis de faire un petit brainstorming, et puis de se poser, se dire, bon alors, ok, ma mission, où est-ce qu'elle est positionnée? Est-ce qu'elle est plutôt côté maison, côté base de lancement, ce qui pourrait me simplifier la vie, parce que bah, c'est assez proche et ça me fait moins de parcours à faire? Ou est-ce qu'au contraire, elle est totalement au milieu du terrain? Est-ce que si elle est au milieu du terrain, est-ce qu'il y a des risques autour? Est-ce que j'ai des zones qui ne sont pas accessibles? Est-ce que j'ai des obstacles? Euh, Essayer de se poser ce genre de questions. Donc, si je prends l'exemple de la mission du requin, bon, elle est plutôt proche de la zone de lancement et très proche de la maison pour le retour. Donc, on va dire que l'accès, il est plutôt bon. Et puis ensuite, si je regarde sur cette mission ce qu'il faut faire, que j'analyse le mécanisme, là je me dis, OK, alors il faut que je fasse, pour la première partie de cette mission-là, il faut que je fasse un appui simple sur le loquet jaune pour relâcher le requin. Donc apparemment, mécaniquement, cette action-là, elle reste plutôt simple. Donc on peut se dire que c'est une mission qui apparemment est facile et qu'on peut réaliser. Et donc là, vous allez pouvoir réaliser pour chacune des missions, et comme je viens de le faire là, donner une note. Alors moi, je vous conseille de donner une note de 1 à 3, hein, facile, intermédiaire, difficile, voire très difficile. Euh, et puis d'essayer de donner un... En fait, cette note, c'est votre rapport complexité-point. C'est ce que j'appelle, c'est comme ça que je l'appelle. C'est est-ce que ça a un intérêt vraiment de faire cette mission? Est-ce que je vais pas perdre trop de temps à concevoir mon robot et mon équipement pour faire cette mission? Là, en l'occurrence, la mission du requin, bah, elle est vraiment simple à faire à mon sens. Donc, on peut se dire que c'est un bon rapport, que les risques autour sont faibles. Donc, on va se dire que c'est une mission qu'on peut garder. Et puis ça, bon, le raisonnement qu'on a fait là, on va essayer de le appliquer pour toutes les missions. Et alors, bien entendu, les missions, des fois, elles se font en deux parties, hein. Là, si je reprends l'exemple de la mission du requin, le requin, après, il faut le ramener dans son habitat naturel. Donc ça implique déjà de faire la première étape. Essayez de vous poser ces questions-là. Hop, par la suite, alors j'avais une petite animation, mais pas très bien. Par la suite, ensuite, vous allez, une fois que vous avez fait cette analyse pour toutes vos missions, vous allez essayer de les classer, de les regrouper pour essayer éventuellement d'optimiser et de faire une trajectoire qui peut réaliser plusieurs missions. C'est pas obligatoire, hein, ça peut être complexe à programmer, donc il faut faire attention à pas non plus mettre trois ou quatre missions dans une seule trajectoire, hein. Les meilleures équipes qui ont de l'expérience pourront s'y risquer, c'est pas un souci. Mais je dirais que pour des équipes qui commencent, il faut déjà se garder un esprit réaliste et se dire on va faire deux missions dans une trajectoire et ça sera déjà bien. Une fois que j'ai fait mon analyse de chaque mission, je regarde sur mon terrain et je vois que la mission 4, donc récupérer le plongeur,
et pas forcément compliquée non plus. Et elle est juste à côté de ma mission du requin. Donc je peux me dire, bah, ça c'est pas mal. Donc c'est-à-dire que ma première trajectoire, déjà, je peux peut-être mettre deux missions en une. Donc je me note, non, quelque part, vous avez des ressources hein, qui vous sont données euh, sur le site de la First Lego League, hein, le cahier de l'ingénieur, tout ça. Ça, c'est des faits que vous pouvez utiliser pour noter ce genre d'informations-là pour garder toutes vos idées et puis essayer de classer après ce que vous allez faire. Euh, donc, pour cette mission-là, on va dire que pour l'exemple qui est sur mon écran, donc je fais ma trajectoire, je pars, je fais ma mission 4 puis ma mission 2 je reviens à la maison. Et puis ensuite, prochaine trajectoire, je me dis, tiens, je vais aller peut-être faire une mission, enfin, en fait, mon objectif, c'est d'aller dans la base en face pour pouvoir aller explorer ce qu'il y a comme mission, la 11 la 13 etc. Et je me dis, bien, tiens, peut-être que vu que j'ai analysé mon terrain, en passant pour rejoindre ma base bleue, je vais passer par ma mission 9 et ma mission 9, elle s'appelle la rencontre inattendue et vous avez une pieuvre en fait à libérer. Et c'est pareil, hein, admettons que j'ai déjà fait mon analyse de la mission et cette analyse de mission, elle me dit que bah, c'est une mission qui est plutôt accessible, il n'y a pas vraiment de risque autour, elle est proche d'une base de retour, donc ça c'est plutôt bon signe. Et le système mécanique à l'activation, bon, c'est un poussoir, donc c'est un mouvement de poussoir, donc on peut se dire que on peut tenter cette mission-là en même temps, enfin, dans la même trajectoire pour gagner des points. Euh, donc, voilà, c'est ce que j'avais mis dans mon exemple. Alors, j'étais un petit peu plus loin, mais ça reste un peu la même chose. Euh, il faut, que- euh, il faut que vous repériez aussi. Alors, il y en a peu cette année, je trouve ça dommage, des lignes de repère, des points de repère. Alors, il y a les lignes pour les capteurs de couleurs que vous pouvez voir en noir et blanc. Donc, ça peut être pas mal pour se calibrer et se repérer par rapport à la mission 9. Euh, Après, vous avez, sinon, vous pouvez très bien l'utiliser pour des repères, hein, des structures au niveau de vos bases pour caler l'angle de départ de votre robot. Et aux endroits où vous avez aussi de la place, je pense au mur au niveau du bas de la table ou en haut entre la mission 10 et 11. Vous pouvez essayer de caler votre robot contre le mur pour le remettre droit. Voilà, ça, c'est des petites zones comme ça qui sur votre table qu'il faut analyser, qu'il faut essayer de repérer pour prévoir après dans votre conception, même dans votre programme, ce que vous allez pouvoir faire. Donc là, on admet que je suis arrivé dans ma base euh, tout à droite, que j'ai déjà fait trois missions, et donc je me dis, bon, alors, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais un peu plus loin? J'ai encore du temps, parce que j'ai 2 minutes 30 pour réaliser toutes ces missions. Et donc là, bon, j'ai imaginé un passage que je n'ai pas forcément analysé, c'était plus pour l'exemple, hein. Mais on peut très bien se dire que mon robot, il part, et puis il va faire la mission 11 et puis en revenant, il va aller peut-être voir la mission 10 pour activer la mission d'équipe. Et sur le retour, on voudrait aller dans la maison qui est tout à gauche. Et là, on tombe sur alors, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur de souris, mais vous avez la mission qui s'appelle 14, qui d'ailleurs n'est pas la mission 14. J'ai un doute. Je crois que le capteur d'écran n'est pas forcément bonne. En tout cas, ce point, à un certain moment dans le retour, vous avez un petit récif de corail qu'il faut éviter. Parce que lui, si vous le renversez, vous perdez enfin, vous perdez, il me semble que c'est 5 points. Et donc lui, c'est le genre de risque en fait qu'il faut essayer d'analyser, de voir. Vous pouvez faire rentrer ça dans les zones d'accessibilité, hein. Si vous voulez pas toucher, vous pouvez envisager un peu les distances que vous avez, prendre quelques mesures déjà, essayer de les répertorier. Parce que ça, bah, du coup, dans l'encombrement lors de la fabrication de votre robot, ça va vous servir. Donc là, je vous ai donné normalement toutes les bonnes questions à vous poser pour préparer déjà, avoir une bonne vue de votre terrain, de vos missions. Et normalement, là, vous êtes prêt à concevoir votre robot. Vous avez
déjà pas mal de clés en main et donc on peut commencer à travailler. Euh, alors, concevoir son robot, ça implique deux choses. Ça implique concevoir une base qu'on va appeler une base mobile, qui est en fait qui est en fait la partie centrale de votre robot qui enveloppe tous les éléments fixes. D'accord? Donc, de manière classique, hein, c'est toujours deux moteurs pour pouvoir contrôler le déplacement gauche-droite de votre robot. C'est le contrôleur principal qui va aller chercher les infos, enfin les commandes pour le moteur et puis aller chercher les infos pour les capteurs. Et donc, il dit capteurs, forcément de les placer sur le robot. Euh, et puis là, vous vous dites, alors dans mon analyse, qu'est-ce que j'ai vu? Tiens, j'ai vu une ligne blanche, on a parlé d'une ligne blanche et d'une ligne noire, est-ce que je pourrais pas mettre un capteur de couleur? Ça, c'est le genre de capteur que je peux utiliser, par exemple. Donc voilà pour ça. Prévoyez aussi des fixations, bien sûr, parce que vous allez avoir à mettre des équipements que vous allez peut-être devoir enlever pour passer une mission d'après. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut prévoir aussi, hein. Donc, une base robot, ça se fait pas en une fois, ne vous inquiétez pas. Euh, vous allez réitérer plusieurs fois le process, mais gardez toujours ces idées en tête parce que c'est des points qui sont classiques et qu'on retrouve toujours sur des robots, quoi. On va parler des critères physiques, parce que quand vous allez passer devant le jury et lui présenter votre robot, alors déjà, il va parler avec vous, il va savoir comment vous l'avez conçu. Donc là, vous allez pouvoir lui dire que vous avez hyper bien analysé le terrain, vous avez analysé les missions, vous allez pouvoir justifier que vous avez mis tel capteur parce que vous avez vu telle ligne sur la table. Voilà, vous allez déjà pouvoir donner tout ça. Et en plus de ça, vous allez pouvoir justifier les critères physiques de votre robot en disant, et puis bah, notre robot, bah, pour le manipuler, pour pouvoir être sûr qu'il ne parte pas en lobo, on l'a fait robuste. On a bien rangé les câbles pour pas qu'ils nous gênent, pour pas risquer de l'arracher quand on enlève une mission, un équipement plutôt. Et puis éventuellement, si on sait qu'il y a des zones sensibles comme les roues, on va mettre des protections sur le côté pour éviter que la roue elle se détache ou voilà. Après, c'est libre à votre imagination. Voilà, moi je vous donne des conseils comme ça, mais de manière générale, faut vous préparer à présenter votre travail aussi lors du challenge. Et donc, tout ce genre de choses-là, c'est ce qui est attendu. Alors, on n'est pas dans un jury technique d'ingénieurs ultra poussé, hein. C'est toujours on sait que c'est des collégiens pour la plupart qui présentent ça. Donc, on n'attend pas non plus un niveau extraordinaire, mais on attend quand même d'avoir des explications sur d'où est-ce que vous êtes parti et puis pourquoi vous en êtes arrivé là. Pas juste, ah bon, on a construit un robot, on s'est dit que comme ça, ce serait pas mal, et puis on laisse faire après. Faut éviter ça, c'est un peu moins bien vu. Je vous ai mis une image en fait de la base d'une base de robot. Alors ça, c'est une base que j'avais faite moi il y a quelques années, plusieurs années. Donc voilà, c'est un exemple, hein. Je ne l'ai jamais utilisé en compétition, c'était projet personnel. Mais je trouvais que c'était un bon exemple visuel. Euh, je vais le redire sûrement à la suite de la présentation, mais si vous voulez vous inspirer des conceptions, ça fait partie des valeurs de la First aussi, le partage. Vous pouvez très bien aller sur YouTube et regarder ce que font les équipes des années précédentes, regarder comment elles fonctionnent. Le petit bémol quand même, c'est que la plupart des équipes qui partagent sont des équipes extrêmement expérimentées qui peuvent faire des trucs assez fous et donc on peut avoir peur en se disant le travail qui a été fait. Mais bon, quand même, de manière générale, ça aide vraiment à se poser. Et puis, vous avez quand même des équipes qui font des choses quand même simplement et très intelligemment. Et ça aussi, c'est important à regarder. Donc, je vous invite après, j'ai pas mis forcément de ressources parce qu'il y en a vraiment plein. Je voulais pas privilégier une plus qu'une autre. Je vous laisserai pareil chercher, mais ça se trouve facilement. Donc maintenant que vous avez conçu votre robot, vous avez des équipements à faire parce que bah, les équipements, c'est ce qui va faire l'interface entre votre base mobile, dont on a parlé précédemment, et la mission que vous voulez réaliser. Alors je dis la mission, mais ça pourrait être là ou même les missions. Et c'est là encore l'intérêt de faire une analyse, je ne pas poussée, mais au moins une analyse minimale de ce qu'il y a à faire sur le terrain.
c'est de pouvoir essayer de trouver des points communs entre les systèmes mécaniques de chaque mission et de se dire que peut-être bah, la mission 2 du requin dont on parlait au début, le système de poussoir est peut-être, il ressemble un peu au système de poussoir de la mission 9 que je voulais faire. Et donc ça, bah, ça me permet de faire éventuellement un seul outil au lieu de deux. Et donc ça me fait gagner du temps. Et puis éventuellement, ça me fait un changement en moins dans mon parcours. Euh, donc ça, c'est le genre de choses, de l'analyse que l'analyse peut vous apporter. Alors là, j'ai trouvé des exemples d'outils sur Internet. Pour le coup, c'est pas moi qui les ai réalisés. Mais il y a une grande différence entre ces deux outils-là, c'est qu'il y en a un qui est motorisé et l'autre qui ne l'est pas. Parce que oui, dans le règlement, il est imposé que vous n'ayez que 4 moteurs maximum pour, euh, pour votre robot complet et tous ses équipements. Donc, vous n'avez pas le droit de. Ça ne veut pas dire que vous avez 4 moteurs présentement pendant une trajectoire. Ça veut dire que vous avez 4 moteurs au total sur la table, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas vous dire que je vais faire, pour me simplifier la vie, un équipement, un actionnaire, et puis en faire 8 comme ça. Ça, c'est pas possible, même si vous pourriez très bien débrancher, rebrancher. Non, c'est 4 moteurs maximum. Donc, si je reviens rapidement sur ma base mobile, le conseil que je peux vous donner, mais bon, ça s'applique pas toujours parce que des fois, c'est quand même plus simple d'en avoir un côté, c'est d'essayer de mettre deux petits moteurs, euh, pardon, rigides à votre base pour pas qu'elle bouge, pour pas qu'ils bougent. Et comme ça, vous avez juste à faire la connexion au niveau du point de rotation. Euh, et c'est comme c'est un équipement qui est un peu lourd et qu'il faut brancher, ça vous évite aussi une manipulation en plus. C'est un conseil, mais c'est pas forcément, comme je l'ai dit, ça dépend d'une mission à une autre, hein. Si je reviens sur mes outils, donc j'ai pas forcément de, de motorisation attribuée à mon équipement parce que la meilleure motorisation que j'ai sur mon robot, bah, c'est mes moteurs pour me déplacer. Et oui, parce que mon robot, bah, il sait tourner, il sait avancer. Et donc, de ce fait, si j'ai envie d'utiliser, on va dire, son inertie pendant qu'il avance pour réaliser une mission, eh ben, je peux. Et ça aussi, des fois, ça peut être oublié hein, parce qu'on part trop vite. Et en fait, non, ça peut être très important. Utiliser un maximum ça. C'est bien vu aussi hein, quand vous présentez au jury, que vous dites, bah, on voulait faire un outil pour faire cette mission-là. Puis au final, on s'est dit que bah, juste avec le mouvement de notre robot, on n'avait pas besoin de l'outil. On pouvait juste pof, envoyer le robot, pousser, et puis ça passait. Voilà. Donc toujours, encore une fois, vos équipements, ils doivent être bah, il faut qu'ils soient robustes, hein. Pareil, vous allez les manipuler, les accrocher, les décrocher. Vous allez avoir vos enfants, ils vont être dans le stress potentiellement. Ils vont peut-être faire une mauvaise manip. Il faut pas que ce soit trop complexe à attacher. Il faut rester quand même simple. Vaut mieux faire peu de missions, mais bien les faire, que d'essayer de vouloir tout faire et tout rater. Ça paraît bête à dire, mais c'est vraiment aussi un des meilleurs conseils que je puisse vous donner. Dernier point, et ça c'est peut-être plus pour les équipes avancées, c'est la versatilité de votre outil. Vous pouvez arriver à faire des outils qui sont prévus pour plusieurs missions avec un seul. Ça c'est très dépendant de ce qui est demandé sur la NAT. J'ai pas fait une analyse pour vous vous donner un exemple concret. En tout cas, ça se voit chaque année. Vous avez toujours un outil qui peut arriver à faire une, deux, trois, même quatre actions différentes, mais à des endroits sur des endroits différents sur la natte pour réaliser. Donc voilà, donc ça reste quand même complexe à faire. Il faut vraiment avoir très bien analysé son terrain, sa trajectoire, avoir bien analysé les risques, parce que si jamais votre robot il part pour faire quatre missions avec son outil qui est superbe et qui fonctionne très bien, mais qui se plante, vous devez récupérer le robot à la main, et puis là, bah, vous avez peut-être des objets que vous ne pourrez pas récupérer, vous avez des points de pénalité, voilà, donc faut faire attention à ça, c'est un risque. Et donc, si je fais un petit résultat rapide, hein, donc en fait, ma base mobile, elle est toujours au centre. Et puis, autour de ça, bah, j'ai des équipements, comme je disais, que je peux venir plugger. Et donc, peut-être que certains seront uniques.
comme pour la mission 11, ou voilà. Donc ça, je vais pas rester longtemps là-dessus parce que ça fait un résumé juste de ce que je viens de dire précédemment. Programmer son robot. Alors, donc on a parlé de toute la conception. Donc là, on va se dire que bah, on a mis tous nos capteurs, nos moteurs, on a nos équipements qui sont potentiellement déjà tous fabriqués. Euh, alors, avant de commencer cette partie, je vais en profiter du coup. N'attendez pas de commencer à programmer, que tous les éléments mécaniques soient finis. Commencez à faire des petits groupes de travail éventuellement avec un actionneur et puis essayer de faire un premier programme pour arriver à gérer votre actionneur si vous avez besoin. Ça doit pas être. Voyez pas votre partie préparation du robot comme ma présentation, analyse, conception, programmation. À part pour l'analyse qui est la première étape obligatoire pour moi. Après, la programmation et la conception, c'est deux choses que vous pouvez mélanger dans votre équipe. Ça dépend de votre organisation. Je vais présenter rapidement plutôt les capteurs, parce que les moteurs, bon, il n'y a rien de particulier dessus, hein. Les moteurs Lego, vous avez le droit à une panoplie de moteurs. Maintenant, avant, on était assez limité dans les technologies. Maintenant, il y en a plein. Ils ont des couples, ils ont des vitesses différentes. J'ai pas vraiment de conseils là-dessus. Ceux qui sortent dernièrement sont très bien. Là où j'ai plutôt des choses à vous dire, c'est sur les capteurs, parce que là, il y en a aussi quelques-uns. Et les plus intéressants pour moi sont listés ici. Alors, je dis les plus intéressants, mais pas forcément toujours les plus utilisés, hein. Pour les raisons que j'ai citées, par exemple, le capteur d'ultrasons. C'est un capteur en fait qui a un champ de vision assez large, qui pourrait être très bien pour votre robot pour dire bah, je détecte mon mur ou je détecte ma mission, je peux m'arrêter. Mais le problème, c'est que son champ de vision que vous pouvez pas régler, bah, en fait, il peut très bien vous donner une fausse information et puis là, bah, en fait, votre robot, il est faussé dans sa mesure. Donc, il faut faire attention sur cette utilisation. Elle n'est pas interdite, on l'a déjà vu. Moi, je l'ai déjà utilisé. C'est un bon capteur. Vous avez une bonne tolérance, entre guillemets, hein, à plus ou moins 3 centimètres. Il fonctionne quand même pas très bien quand il est proche. Il commence à donner des mesures un peu erronées. Mais on va dire que quand vous avez des mesures à faire sur 15-20 centimètres, et que à condition qu'il y ait un champ assez libre pour pas être gêné, ça peut être bien. Donc je vous ai fait un petit triangle avec le champ pour vous montrer le champ de vision. Euh, un autre capteur qui est intéressant et qui est un peu plus compliqué à gérer, c'est le gyroscopique. Donc c'est un capteur d'angle. Donc c'est très bien pour pouvoir mesurer efficacement, faire un asservissement sur votre robot quand il se déplace. Quand je dis asservissement, c'est vraiment contrôler que mon robot va bien droit ou contrôler que quand je lui demande de faire 53 degrés, il fait 53 degrés. Voilà, ça c'est à ça que se sert ce capteur. Euh, alors la technologie a peut-être changé depuis, mais pour les capteurs gyroscopiques du EV3, il y a un petit manque de fiabilité. Il y a ce qu'on appelle un effet drift, c'est-à-dire que des fois, le capteur il part et puis à l'infini, il vous donne des valeurs comme si votre robot continuait à tourner sur lui-même. Ça arrive parfois. Je sais qu'il y a eu des corrections, il y a des corrections informatiques qui existent. C'est assez compliqué. Donc là, je vous conseillerais pas si vous débutez d'utiliser ce capteur-là, sachant que vous avez d'autres moyens de mesurer vos angles. Mais pour les équipes qui veulent s'y risquer, ça peut être très bien vu dans une présentation et puis faire la différence parce que ça montre une bonne démarche en fait de recherche de votre part et une bonne compréhension de la technologie et puis de son intérêt. Puis pour la précision, ouais, c'est plus ou moins 3 degrés. Bon, c'est pas exceptionnel, mais ça reste bien pour un capteur Lego. Et je vais finir par les très bons élèves, les meilleurs capteurs que vous puissiez avoir, et que je vous recommande à 100% à chaque fois, qui sont le capteur tactile. Donc c'est un simple bouton, hein, j'appuie ou pas.
Enfin, 0 ou 1 en fait, hein, c'est tout ou rien l'information, il n'y a pas de tolérance là-dessus. C'est très fiable, ça marche tout le temps. C'est très bien quand vous vous positionnez contre un mur, et puis hop, le bouton est enfoncé, je sais que mon robot est calé. Voilà. Et le dernier, c'est l'encodeur. Donc, c'est pour position. En fait, c'est intégré dans vos moteurs et en fait, ça vous donne la position exacte en degrés de votre moteur. Et donc, c'est un très bon moyen aussi de pouvoir mesurer, comme je vous disais, si vous avez besoin de faire une distance précise ou un angle précis. Ça vous demande un peu plus de réflexion, peut-être dans la programmation pour le calcul, parce que là, c'est pas une valeur de capteur que vous récupérez directement. Mais ça reste, il y a jamais eu de problème mécanique là-dessus, donc ça reste un bon capteur. Euh, alors, les blocs fonctionnels, alors là, je vous ai mis une petite image qui est tirée des derniers logiciels de programmation qui sont sortis. Moi, j'étais beaucoup habitué au EV3 Éducation, et là, sur ce type de programmation, ça va plus ressembler à du Scratch. Donc, vous voyez, c'est toujours dans cette idée de Lego de vouloir faire des choses qui s'imbriquent. Bah là, c'est exactement la même chose avec les blocs de programmation. Et donc, à chaque bloc, une fonction particulière, hein. Donc, vous avez les grands classiques que vous allez utiliser quasiment tout le temps, les blocs de mouvement pour pouvoir avancer. Par exemple, si je regarde sur mon exemple là, je peux déplacer mon robot en lui indiquant le sens, en avant ou en arrière, et puis lui donner une distance. Et donc là, bah, en fait, mon robot, bah, c'est super, il fait la distance que je lui donne. Hop, non, pardon. Euh, donc en fait, votre programme, c'est vraiment une série d'instructions, c'est une recette de cuisine, hein, en fait. Donc il faut quand même être clair, parce que des fois, vous allez avoir des choses qui marchent pas. Et puis des fois, votre robot, il calcule les événements trop rapidement, parce que lui, il a une puissance de calcul qui est quand même beaucoup plus élevée que celle d'un être humain. Et donc, forcément, des fois, vous allez voir des choses qui se passent et puis vous dites, tiens, c'est bizarre quand même. Il fait pas ce que je veux. Et donc, c'est en ça que je dis, c'est une recette de cuisine, c'est qu'il faut être précis dans votre liste d'ingrédients, en fait, hein, dans ce que vous voulez faire. Et puis bien, bien structurer. Qu'est-ce que je fais avant d'activer ma mission? Bah, je vais à la mission. euh, tout ça. Je reviens sur mes blocs. Vous avez toujours après tout ce qui est bloc de mesure. Donc, je parlais des capteurs précédemment. Et donc, à chaque capteur dans le logiciel, vous avez des blocs qui permettent de récupérer les valeurs. Et puis, éventuellement, d'après, de pouvoir faire des comparaisons avec ces valeurs, même des calculs mathématiques pour pouvoir calculer une trajectoire. Euh, et enfin, pareil, des blocs très utilisés qui vont vous faire gagner du temps et qui vont vous faire gagner aussi de la lisibilité, pardon, dans votre programme, c'est les blocs de déroulement. Donc, par exemple, le bloc de déroulement que je retrouve dans mon exemple de programme, là, bah, c'est le bloc répété. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un copier-coller de mes trois actions ici quatre fois, et ben, en fait, je l'écris une seule fois et je lui demande de répéter quatre fois. Donc ça, c'est vachement bien parce que bah, en fait, je simplifie mon programme et puis s'il y a une erreur, bah, j'ai juste à modifier une fois ce qui se passe dans ma boucle ici et pas les 4 fois ou 10 fois si j'ai besoin de le faire 10 fois. Voilà pour les blocs fonctionnels de manière générale. Hop. Donc là, on va parler un peu de la structure de votre programme. Donc je vous ai fait un exemple hop, qu'est-ce que j'ai écrit, pardon. Pour une mission, donc là je vais reprendre, il me semble que j'avais pris encore l'exemple de la mission du requin, parce que c'est une mission que j'aime bien. Donc vous voyez, vous avez l'instruction que j'ai mis en exemple, c'est vraiment à gauche, avancer tout droit de 30 cm, tourner à 90 degrés à gauche. Si je mets pas le à gauche, bah, mon robot il va peut-être planter ou rester sur place parce que bah, il sait pas où est-ce qu'il faut qu'il aille. Et ensuite, je fais mon action. Donc là, j'active mon moteur peut-être sur 45 degrés. C'est une valeur complètement d'exemple, hein. J'ai absolument pas fait l'essai chez moi. C'est juste pour représenter. Et puis, on imagine que ma mission se réalise.
Mes trois petits points dans mon exemple, c'est pour vous dire que si vous voulez faire d'autres missions, vous pouvez, mais que la dernière étape de votre trajet, donc de votre programme, ça sera l'arrivée. Donc, comment je retourne à la maison par rapport à ma position sur la table. Donc, de manière générale, essayez de faire un programme pour une trajectoire. Essayez pas de tout mettre dans la même zone parce que sinon, si vous faites une erreur, vous risquez de vous perdre. Ça peut être très long un programme hein, parce que vous avez beaucoup d'instructions. Essayez toujours de suivre cette structure-là. Départ, ma trajectoire de point A au point mission 1, l'action que je réalise ou les actions, s'il y en a deux, parce que vous êtes sur le même pas de mission. Vous pouvez, et ensuite, si on fait très simple, hein, le retour, où est-ce que je vais, comment je fais pour retourner à ma maison. Essayez de suivre toujours cette ligne-là. Et puis, ce qui fera la, la complexité, ça va être le fait de rajouter X missions, X actions, en fait, entre le départ et l'arrivée. Parce que là, plus vous allez vous faire d'actions, et plus vous allez prendre de risques dans votre programme, parce que vous allez peut-être potentiellement mettre des erreurs en plus. Et puis, plus votre robot va avancer, s'il n'est pas assez calibré, s'il n'a pas assez de points de repère, il pourra dériver sur la longueur et perdre un degré, et puis un degré au bout d'un mètre, bah, ça fait plus. C'est perdu en fait. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Je crois que j'avais rien d'autre à vous dire sur cette partie-là. Donc voilà. Donc, bah, je vous remercie hein, pour votre attention. J'attends vos questions-réponses. J'ai vu que des personnes s'étaient connectées, mais alors, ouais, j'ai vu que des personnes s'étaient connectées. Si vous voulez profiter de poser des questions maintenant, ben, je suis ouvert, hein, c'est à vous. Alors levez la main, faites le système de levée de main, et puis moi je viendrai débloquer votre micro, ça sera plus simple. Et merci de votre attention encore une fois. J'ai pas de questions. Ah si. Alors j'ai Mehdi. Alors attends, Mehdi, que j'autorise ton micro. Euh, Bonjour. Est-ce qu'on... Alors attends, parce que ça ne marche pas. Euh, euh, Essayez de Allô, parler, allô, Mehdi, parce que je... allô, bonjour. Ah oui, bonjour, Un, deux, pardon. deux. C'est bon, ça Ah marche. oui, Je t'entends, oui. ok, super. Bah déjà, merci pour la présentation. Et j'avais une question, bah, tout simple pour le PowerPoint que vous avez présenté. Est-ce qu'il serait possible, nous, de l'avoir aussi pour le visionner plus tard et aussi avoir se l'approprier, avoir les informations pour aussi qu'on pourrait réutiliser? Ouais, ouais, pas de souci. Alors, je vais faire une com assez rapidement. Désolé d'ailleurs pour les personnes qui auraient attendu un peu longtemps la com pour les ressources du premier webinaire. Je vais essayer d'être plus rapide cette fois. Oui, oui, j'enverrai tout et il y aura la retranscription du webinaire aussi si besoin pour des explications orales que j'ai données. Ok, ok. Bah, merci beaucoup. C'était la seule question que j'avais. Ok, bon, bah, très bien. Et donc, j'ai personne d'autre. Apparemment, non. Bon, ok. Ok. Eh ben. Si j'ai pas d'autres questions ou remarques, hein, ça peut être même des remarques sur la présentation, parce que j'ai fait des choix sur cette présentation que peut-être certaines personnes n'auraient pas forcément faites. N'hésitez pas, je suis preneur, mais voilà. C'est un sujet qui peut être compliqué à expliquer, à résumer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il demande aussi beaucoup. Enfin, c'était une présentation sur un point de vue de ma part. Euh, Moi, pour avoir fait la First League pendant 6 ans, bah, voilà, j'avais plutôt, je pense que j'étais plutôt en capacité de pouvoir expliquer des bonnes pratiques. Donc voilà. Ah ouais, attention à la charge de la batterie, effectivement.
Alors, bon, c'est pareil, moi, bon, ça fait très très longtemps que j'ai plus fait de First Lego League, donc entre-temps, le matériel, il a un petit peu changé, mais ouais, c'est vrai que la charge de la batterie, c'était déjà un souci à mon époque. Et oui, il y a un replay sur la première présentation, alors il faut voir sur le LinkedIn, pardon. Il y a un lien de retranscription qui vous emmène sur la page YouTube de la FLL France, et ça sera aussi le cas pour cette retranscription-là. J'ai encore Mehdi qui lève la main. Ou non, c'est peut-être la première fois. J'avais encore une question. Ah, pardon. Non, c'était par rapport à l'organisation pour le concours. Est-ce que vous en savez un petit peu plus sur la participation, le nombre d'équipes? En général, c'est des équipes qui ont déjà participé, voire qui ont peut-être même déjà gagné le concours. Est-ce que vous savez un petit peu comment ça va se passer un peu cette année? Nous, on travaille avec des pré-ados, 12 ans, 13 Mhm. ans. Donc, c'était juste un petit peu pour voir un petit peu comment ça se prépare et aussi ton avis sur le temps de préparation que tu penses être nécessaire sur cette tranche d'âge. Ouais. Alors, je te répondrai plus précisément sur la fin de ta question, parce que le début, ça va dépendre, le début de la question, ça va dépendre surtout de ta localité. Moi, je connais pas toutes les rencontres, alors je ne sais pas quels sont les niveaux d'équipe à chaque fois et quel est le nombre. Je sais qu'en France, on a 150 équipes à peu près. Mais de manière générale, c'est assez commun pour chaque rencontre régionale. C'est-à-dire que vous avez toujours des équipes qui ont 1 ou 2 années, même plus parfois, d'expérience. Donc ce qui va être intéressant sur cette moment de compétition, ça va être que si vous êtes une équipe jeune, de pouvoir aller apprendre de ces personnes-là. Bon, comme dit Franck, apparemment, à hier, il y a 90% de débutants. Bon, ça dépend vraiment de la localité. Je peux pas en dire plus là-dessus, mais de manière générale, il y a quand même une dispersion, tant dans les niveaux que dans les âges, hein, parce que bah, c'est une compétition qui est ouverte de 9 à 16 ans. Donc, euh, donc vous avez des lycéens qui peuvent rencontrer des niveaux de cinquième, bah, comme pour vous, pour des préados, hein. Donc, des fois, vous pouvez. Enfin, on va dire que la journée avec le moment d'échange est hyper intéressant. Donc, moi, je vous conseillerais de prendre un max d'informations si c'est votre première fois. Et puis, pour terminer sur le temps de préparation, c'est une très bonne question parce que ça va dépendre de comment vous allez pouvoir, comment vous organisez dans votre équipe, quel temps vous allez prendre dans la semaine. Pour la partie programmation, conception de votre robot, sur tout ce que je viens de dire, c'est quand même ce qui reste, ce qui prend le plus de temps, même si à côté vous avez un projet de recherche à préparer. Je pense D'accord. que ça prend quand même, on va dire, 60-65% de votre temps. Si vous devez répartir votre temps comme ça, en admettant que vous preniez des sessions de 2 heures par semaine, essayez de faire 1 heure, 1 heure, 1h10, 20 pour le robot et puis le reste du temps pour le projet d'innovation parce que il y a quand même, c'est quand même un gros sujet aussi. Ouais. Alors je vous dis ça, ça ne veut pas dire de couper enfin de réserver votre équipe à faire que du robot et puis ensuite de faire que du projet d'innovation. Ça, c'est pareil, c'est à vous de voir, hein. Si vous voulez couper l'équipe en deux et faire tourner des sous-groupes dans votre groupe pour faire tourner, euh, afin que tout le monde puisse aller toucher un petit peu chaque bout du projet, c'est intéressant. Moi, c'est une stratégie que j'adopterai, que j'aime bien. Mais de manière Ok. générale, ouais, faut prendre du temps quand même sur la conception. Et ça serait ma dernière question par rapport à l'accompagnement des enfants. Euh, Est-ce que l'ego ou des interventions, des intervenants, histoire de faire un suivi sur le travail qui est effectué afin de permettre aussi de rassurer les enfants ou leur justement ou de les booster un petit peu plus pour dire bah voilà faire une sorte de point, de bilan sur l'avancement et de dire ok bah là en fait on est plus ou moins dans les temps ou alors effectivement là on commence à prendre du retard. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe ou alors les équipes sont libres à ce niveau-là et se présentent uniquement lors du concours? Alors, j'ai pas connaissance de ressources à ce sujet-là.
mais je vois que Franck partage un lien EV3 License. Donc, Je peux ouais, prendre ce point-là, si tu veux, Maxime, je peux prendre ce eh ben, point-là si vas-y, tu veux. très bien. Parce que j'ai Oui, donc, pas de alors réponse sur là. la partie organisation, entre-temps, on a échangé avec Mehdi, il est sur Strasbourg, donc sur Mulhouse. Donc ça, c'est c'est la locale de Eric et puis Martine. Ce que tu peux faire dans ce cas, Mehdi, c'est en fait, après on peut se recontacter, je te donnerai le contact du responsable de la locale. Et souvent, les responsables, en fait, accompagnent en fait les équipes qui sont rattachées à leur structure pour les accompagner. Donc, ils peuvent vous aider à donner comme eux, ils organisent et que ça fait quelques années qu'ils sont sur le circuit, ils peuvent donner des conseils. Certains, en fait, accompagnent. Moi, par exemple, sur mon territoire, j'ai des intervenants qui vont dans des structures quand ils sont sollicités pour aider les équipes, pour aider les coachs et aider à comprendre certains points qu'ils n'auraient pas compris. Et leur dire, ben voilà, si vous êtes à tant de temps avant la compétition, veillez à voir ci, veillez à voir ça. À travers des webinaires de Maxime, on va vous accompagner, mais si tu as besoin d'un accompagnement plus proche et des conseils sur le terrain, eux, ils pourront t'aider. Bah, c'est sûr que comme c'est une première, ce serait quand même, je pense, intéressant de faire des points ou des bilans à mi-parcours pour voir un petit peu où on en est et ne pas mettre justement les enfants en difficulté lors du concours et en fait se dire, ah, on pensait qu'on était plutôt bon et en fait, on tombe de haut, quoi. Il faut juste Oui, éviter la oui. claque, en fait, hein. J'appréhende juste un peu ça, quoi. Oui, oui, alors nous, au niveau de l'organisation, là, on est sur la fin des inscriptions de la FLL pour cette saison. Ensuite, on va inviter en fait à la fois les participants, mais aussi aux organisateurs des locales à rentrer en contact pour justement bah, s'assurer, et c'est eux qui vont vous donner des informations du genre à quelle heure il faut venir, à quel endroit, voilà, ils vont finaliser tous ces éléments-là. Donc, n'hésitez pas à aller vers eux pour bah, prendre des informations et voir s'ils peuvent apporter des conseils. Je sais que la plupart des organisateurs sur les différents territoires aiment bien échanger avec les équipes. Ça leur permet de comprendre la structure de l'équipe et puis le niveau de l'équipe. Et donc, ils sont les plus à même à vous aider. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour vos retours et précisions. Bon, moi je crois qu'on n'a plus d'autres questions. Yves, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose d'autre ou pas. Non? Non, non, bah, on a une grosse saison cette année avec, je crois que tu avais dit 150 et en fait, on est à Ouais. 173. Ah oui, ça a augmenté encore. Oui, oui, ces 2 dernières semaines, on a eu pas mal d'inscriptions. Ok, ok, ok. Eh Ok, en tout cas, ben, merci beaucoup, Maxime, de pour la rien. présentation. De rien. Et merci aux personnes présentes. Et ben, je le redis, je partagerai la rediffusion et le PowerPoint euh, incessamment sous peu, hein. Je ne pourrais pas vous donner une date exacte. Et ben, merci Franck, pardon. Bon week-end à tous et prochain webinaire. Donc on se retrouve le 15 novembre pour préparer le projet d'innovation avec Franck justement, qui sera notre présentateur. Bon week-end, merci. Bon. Merci. Oui, Yves.